Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va plonger ensemble au cœur de l'un des textes les plus intenses de Victor Hugo. Imaginez être face à l'inévitable. Pas juste une idée, non, une certitude qui arrive à grands pas. C'est dans cet abîme que nous emmène le chapitre 41 du Dernier jour d'un condamné. C'est une exploration vertigineuse de l'angoisse à l'état pur. Allons voir comment Hugo s'y prend pour nous faire ressentir ça. Le chapitre s'ouvre sur ce défi. C'est un cri de bravoure complètement désespéré. Le narrateur, qui jusqu'ici subissait son sort, décide de refuser la passivité. Il veut affronter cette horrible idée, la regarder droit dans les yeux. C'est une tentative presque folle, héroïque, de reprendre le contrôle de son propre esprit, même si ce n'est que pour un instant. Et ces décisions, ce n'est pas juste une bonne résolution. Non, c'est le début d'un voyage intérieur absolument terrifiant. Il se lance dans une quête pour résoudre ce qui ne peut pas être résolu, pour comprendre ce qui, par définition, est au-delà de notre compréhension. Ces mots-là, ils sont vraiment importants. Épeler l'énigme, ça suggère un effort presque enfantin, laborieux, lettre par lettre, pour essayer de déchiffrer un secret bien trop grand pour lui. Il ne veut plus subir, il veut analyser, anticiper. Il devient une sorte d'explorateur de son propre au-delà, quitte à ce que cette exploration le mène au bord de la folie. Et quel voyage! Attention, on n'est pas du tout dans une réflexion philosophique calme et posée. C'est une avalanche d'hypothèses, une série de visions hallucinatoires qui s'enchaînent. Hugo nous fait entrer sans ménagement dans le chaos mental complet du condamné. Alors là, ce qui saute aux yeux tout de suite, c'est cette opposition violente, cette antithèse, une figure de style que Hugo adore. D'un côté, l'espoir, presque naïf, d'un paradis de lumière infinie, et de l'autre, la terreur absolue, d'un enfer noir, un gouffre sans fond. L'esprit du condamné balance d'un extrême à l'autre, sans jamais trouver de repos. C'est l'illustration parfaite de la torture de ne pas savoir. Et ça ne s'arrête pas là. Les visions deviennent de plus en plus physiques, de plus en plus macabres. Regardez bien la progression. On passe de concepts abstraits, la lumière et les ténèbres, à l'horreur concrète, presque grotesque, d'être une tête décapitée qui roule. Puis, ça devient carrément une scène sociale de l'au-delà, où les fantômes des autres exécutés l'attendent. L'angoisse devient palpable, on peut presque la toucher. Bon, la question c'est comment Hugo réussit-il ce tour de force? Comment nous fait-il ressentir cette angoisse avec une telle puissance? La réponse, bien sûr, elle est dans son génie de la langue. Il ne se contente pas de décrire la peur, il la fabrique, il la sculpte avec les mots. On voit très bien sa technique ici. Hugo attaque tous nos sens. Le sentiment de chute infinie tomberait sans cesse. Ça nous donne le vertige, on ressent la perte de contrôle. L'image de ces parois tapissées de ténèbres, c'est oppressant, on se sent enfermé. Et puis ce détail, ce liquide inconnu et tiède, ça provoque un dégoût viscéral, un vrai malaise physique. On ne lit pas la terreur, on la ressent dans notre corps. Prenons un seul mot, par exemple, vermoulu. Ce n'est pas un adjectif choisi au hasard, loin de là. Ça veut dire littéralement rongé par les vers. En l'utilisant pour décrire la façade de l'hôtel de ville, là où siège la justice, Hugo nous dit que le système tout entier est pourri de l'intérieur, qu'il tombe en poussière. C'est un détail qui ancre la vision fantastique dans une critique sociale bien réelle. Au-delà du choix des mots, Hugo utilise aussi la structure même de ses phrases, les figures de style, pour organiser le chaos mental du narrateur et nous y entraîner avec lui. Cette répétition, c'est un effort, elle est fondamentale. Il me semble que, ou bien, c'est le rythme d'une pensée obsessionnelle qui tourne en boucle, incapable de s'arrêter sur une certitude. Chaque ou bien est une nouvelle porte qui s'ouvre sur une autre vision d'horreur. Cette structure nous fait vivre la frénésie, le désespoir de cet esprit qui cherche désespérément du sens. Et après cette série de visions, tout s'effondre. Le monologue se brise en une cascade de questions sans réponse. Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre? C'est le point de rupture. L'esprit a épuisé toutes les images possibles. Il n'y a plus rien. Seulement des interrogations déchirantes. C'est un aveu d'impuissance totale. La raison capitule face à l'absurdité de la mort et de la justice des hommes. Maintenant, il faut qu'on change de perspective. Parce que ce chapitre est en fait tout le roman. Ce n'est pas juste un chef-d'œuvre littéraire. C'est une arme politique. C'est le plaidoyer passionné, vibrant de Victor Hugo contre la peine de mort. La stratégie de Hugo est d'une efficacité redoutable, vraiment. D'abord, il nous force à imaginer l'inimaginable, à partager intimement la torture psychologique du condamné. Ça crée une empathie irrésistible. Ensuite, cette empathie nous fait prendre conscience de l'inhumanité du système. Et enfin, l'émotion devient le moteur d'une conviction politique, il faut l'abolition. C'est ça, la littérature engagée à son plus haut niveau. Voici le point culminant de sa critique. Cette image est d'une puissance incroyable. Hugo renverse complètement la logique de la justice.
Dans son enfer personnel, ce n'est pas le criminel qui est puni, c'est le bourreau, l'agent même du système. La justice humaine devient un instrument du diable. C'est une condamnation sans appel de la peine capitale. Donc, on le voit bien, ce chapitre est bien plus qu'un simple récit d'angoisse. Il nous montre comment la littérature peut devenir un véritable champ de bataille pour les idées, une arme au service d'une grande cause. Le point absolument crucial à retenir, c'est celui-ci. Chez Hugo, rien n'est gratuit. Chaque image, chaque vision, chaque choix de mots, tout est au service d'un seul et unique but, démontrer la barbarie de la peine de mort. La fiction devient un marteau pour frapper sur l'enclume de la réalité. Alors en résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Une exploration de la torture mentale de l'attente, un déploiement de tout l'arsenal littéraire de Hugo, du langage qui parle à nos sens jusqu'aux figures de style. Et tout ça pour construire un réquisitoire implacable contre la peine capitale. Ce texte nous laisse avec des questions essentielles. Comment l'expérience d'un seul individu peut-elle parler à tout le monde, devenir universelle? Parmi toutes ces visions de l'au-delà, laquelle est la plus terrifiante et qu'est-ce que ça dit de nos propres peurs? Et surtout, pourquoi un texte du 19e siècle nous parle encore si fort aujourd'hui? C'est ça, la puissance de la grande littérature. Elle traverse le temps pour nous interroger encore et toujours. Merci de votre attention.